L'Afghanistan souffre aujourd'hui d'un apartheid sexuel. Le pays souffre sous le régime taliban. Il s'agit d'une élimination totale ou d'une tentative d'élimination des femmes de la société par les talibans. Pour un taliban, une femme sur un vélo est réputée impure et donc son intégrité physique est directement menacée. Elles peuvent être persécutées, arrêtées, torturées, voire tuées. On a donc créé une chaîne humanitaire pour sauver ces filles cyclistes. C'était une opération très secrète. J'étais tellement anxieux et effrayé à l'idée que ces filles meurent à cause de nous. Ces jeunes filles n'avaient aucun avenir. Du jour au lendemain, on leur disait « Eh bien, c'est terminé ». Du jour au lendemain, on éteint la lumière dans votre chambre. C'est ça ce qui s'est passé avec l'arrivée des talibans. Alors ensuite, on a reconstruit, si j'ose dire, un réseau d'exfiltration pour les sortir de cet enfer. Ça a toujours été très difficile pour les femmes de faire du vélo en Afghanistan. La société ne l'acceptait pas. C'était déjà le cas avant l'arrivée des talibans. Quand on a commencé à faire du vélo, ma sœur et moi, certaines personnes de notre entourage se sont plaintes à nos parents. Elles leur demandaient pourquoi ils nous autorisaient à en faire. Dès que je sortais de chez moi pour me rendre à l'entraînement, je me faisais insulter jusqu'au moment où je rentrais à la maison. On ne pouvait pas sortir seul parce qu'on risquait d'être arrêté, on risquait d'être tabassé ou frappé ou enlevé. Après l'arrivée des talibans, le pire est arrivé. Tous nos rêves de femmes et notre avenir ont été anéantis. Quand j'ai commencé à travailler en Afghanistan, je n'étais pas dans le cyclisme. J'intervenais dans des prisons pour femmes. J'ai construit une école pour les sourds. Je travaillais dans des écoles isolées dans les montagnes. Je voyageais dans tout le pays. Et comme je suis une adepte du VTT, j'étais très intriguée par cette barrière entre les sexes. Pourquoi je ne voyais pas de filles à vélo? J'ai tout de suite soutenu l'équipe nationale de cyclisme afghane. Elles étaient prêtes à risquer leur vie et l'honneur de leur famille pour faire du vélo. Elles croyaient que c'était leur droit de faire du vélo, tout comme leurs frères. Ce sont les filles les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées.
Personne ne s'attendait à ce que les talibans entrent dans Kaboul sans rencontrer la moindre résistance. Et personne ne s'attendait à ce qu'Ashraf Ghani, le président afghan, s'enfuit. Ces deux événements, combinés à un plan complètement désastreux, ou plutôt à l'absence de plan de la part des États-Unis, ont plongé le pays dans le chaos le plus total. Un jour, les professeurs sont entrés dans la classe. Ils étaient effrayés. Ils nous ont demandé de ranger nos affaires et de rentrer chez nous, car les talibans avaient pris Kaboul. J'ai appelé mon père. Il savait qu'il y avait un moyen de quitter le pays par l'aéroport. Les Américains et les Italiens aidaient les personnes qui voulaient partir, celles qui ne souhaitaient pas vivre sous le régime taliban. Mais mon père ignorait ce qui se passait à l'aéroport. Il pensait qu'il suffisait de présenter son passeport pour pouvoir rentrer. On a passé une semaine autour de l'aéroport pour tenter d'y accéder par tous les moyens. Mais c'était impossible d'y parvenir, quelle que soit l'heure de la journée. Avec beaucoup de difficultés, on a réussi à s'approcher de la porte. Et puis soudain, il y a eu une énorme explosion. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je voyais de la fumée autour de moi. Il y avait des gens qui... Il y avait des gens autour de moi avec le crâne éclaté. Et à côté, il y avait un ruisseau dont l'eau était devenue rouge comme du sang. Des enfants d'1 ou 2 ans avaient été emportés par le courant. J'avais très peur. Quand Kaboul est tombé, les femmes ont été maltraitées. Chaque jour, je recevais une 50aine de messages d'Afghans qui imploraient mon aide. Je devais faire tout mon possible pour assurer la sécurité de ceux avec qui j'avais travaillé. Je suis connu dans le monde du cyclisme, car je possède une équipe cycliste professionnelle qui participait au World Tour. J'ai reçu un appel d'une journaliste américaine. Elle avait une amie qui s'appelait Shannon Galpin. Elle m'a demandé si je pouvais l'aider. L'idée était d'extraire l'équipe féminine afghane de cyclisme, l'équipe nationale. Le cyclisme a donc joué un rôle essentiel dans le lancement de cette opération. Mais une fois que je me suis engagé, je me suis impliqué émotionnellement. J'ai accepté de passer quelques coups de fil et j'ai rencontré le PDG d'Israed, Yotam Politzer. Il a fondé cette organisation et il mène des actions humanitaires dans des zones sinistrées, comme lors d'un tremblement de terre ou d'un ouragan, pour venir en extraire les gens. Sylvan Adams m'a appelé et m'a dit qu'il y avait un groupe de cyclistes féminines en Afghanistan qui cherchaient désespérément à fuir et que leur vie était en danger du simple fait qu'elles faisaient du vélo.
Dès qu'il m'a dit ça, j'ai répondu « D'accord, on doit trouver un moyen de les aider et de les faire sortir de là. » J'ai ajouté « Écoute Sylvan, on n'est jamais allé en Afghanistan, on ne connaît personne là-bas, mais on va essayer. » Il m'a dit, mais tu sais, cette opération va coûter de l'argent. J'ai répondu, écoute Yotam, c'est mon rôle, je m'en charge. Oui, mais je ne t'ai pas dit combien ça coûterait. J'ai répondu, peu importe le prix. On va sauver ces filles. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé dans un avion à destination de la frontière entre l'Afghanistan et le Tadjikistan. Mais ce qui n'était pas encore clair, c'était comment je pouvais réellement apporter mon aide, parce qu'il n'y a pas de relation diplomatique entre l'Afghanistan et Israël. Je savais donc que je ne pouvais pas entrer dans le pays, je pouvais rester à la frontière, je pouvais coordonner l'extraction et l'opération de sauvetage, mais sans entrer dans le pays. Quand on était au Tadjikistan, il y avait une femme tadjike dans notre équipe, Anahita. Elle nous aidait beaucoup pour les traductions et la coordination locale. Elle était notre fixeuse sur place. Il y avait aussi un homme, Salam, qui travaillait dans l'humanitaire. Son rôle était très important car il avait de bons contacts en Afghanistan. C'est à ce moment-là qu'on a lancé l'opération. Toutes les frontières de l'Afghanistan étaient fermées. Par voie aérienne, par voie terrestre, toutes les ambassades étaient fermées. Tout le monde en Afghanistan était coincé. Les talibans avaient mis en place des postes de contrôle sur les routes et ils ne laissaient sortir personne. On savait que toute personne capturée par les talibans risquait d'être tuée ou emprisonnée. On a commencé à réfléchir au plan d'évacuation et à comment faire pour que les gens puissent traverser une frontière fermée, laquelle il fallait choisir. Le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan. Yotam avait des contacts au Tadjikistan. Il pensait qu'on pouvait faire pression pour que la frontière soit ouverte. Très vite, en tant que responsable de la partie humanitaire, j'ai réalisé que j'avais vraiment besoin de partenaires pour m'aider sur le plan diplomatique. Il nous fallait des partenaires puissants au niveau politique qui pouvaient convaincre les pays d'ouvrir leurs frontières, d'accepter ces filles et de leur trouver des visas. Au moment des événements d'évacuation d'Afghanistan, moi je suis président donc, de l'Union cycliste internationale et en 2021, on voit que les provinces tombent les unes après les autres aux mains des talibans et donc on commence à constituer une liste de gens susceptibles d'être évacués. Et je reçois un coup de fil de Sylvan Adams. Il me dit « David, je sais que tu as travaillé pour évacuer des Afghans. Nous aussi on travaille de notre côté. Mais le plus dur pour nous, c'est les visas. On ne trouve pas de visa et donc c'est super compliqué. L'avantage qu'ils avaient, c'est qu'eux, ils étaient opérationnels sur place, mais il y avait besoin de tout l'aspect diplomatique que moi, je pouvais avoir, puisque j'avais l'accès quasiment aux chancelleries, ici avec la Suisse directement, via Philippe Lebas, directement avec Guy Parmelin, président de la Confédération. Donc en fait, c'est tout ce travail-là, finalement, qui a été le mien pendant cette période. Je suis entré dans cette extraordinaire aventure humaine par les liens que j'avais avec David Lapartien, le président de l'UCI. Et lorsqu'il m'a appelé en disant « J'ai besoin de visas et il faut que tu me les obtiennes ». Je n'ai pas été payé pour ça. C'était complètement hors de mon mandat d'homme politique vaudois. Complètement. Mais c'est peut-être l'une des choses dont je suis le plus fier. J'ai essayé d'appeler 3 conseillers fédéraux, dont j'avais les natels personnels. Et puis j'ai appelé Mme Keller-Souter, qui m'a dit que la situation en Afghanistan était très compliquée, qu'elle sortait d'un entretien avec son homologue allemand, qui avait accueilli quelques Afghans, mais dans le lot, il y avait 2 terroristes. Et évidemment, maintenant, l'Allemagne ne savait plus que faire de ces 2 terroristes. Mais elle m'a dit, vas-y, si tu veux.
Je lui ai demandé si je pouvais voir son secrétaire d'État, là-bas au téléphone, le secrétaire d'État en charge des migrations. Je l'ai eu le lendemain et je lui ai dit, écoutez, je vous envoie la liste des personnes qu'il faudra sortir, dressée par l'UCI, et il me faut des laissez-passer pour les sortir, sinon nous ne trouverons aucun pays intermédiaire qui accepterait d'accueillir temporairement des Afghans s'il n'y a pas de pays de destination finale. Un groupe WhatsApp a été créé. Le président de la fédération disait « Les filles, ne risquez pas votre vie, l'UCI va nous aider à quitter le pays. Restez chez vous et patientez en attendant qu'on trouve une solution. » Notre plan consistait à évacuer les gens par voie terrestre en passant par la frontière tadjike. On a dit à toutes les filles d'attendre en restant cachées à Kaboul. Avec Yotam, on a convenu d'un point de rendez-vous à Kaboul. On avait besoin d'un lieu suffisamment grand pour rester discret, d'un endroit où un groupe de filles peut arriver sans se faire remarquer, mais qui ne soit pas trop grand non plus, pour éviter que le lieu de rendez-vous puisse être repéré. Pendant le processus de sortie d'Afghanistan, qui a duré environ 1 mois, on recevait des messages sur le groupe WhatsApp. C'étaient des messages qui nous encourageaient à garder espoir. Ces messages nous disaient de nous tenir prêtes avec un hijab, des vêtements appropriés et un petit sac contenant seulement l'essentiel. On ne pouvait pas faire sortir 40 millions de personnes d'Afghanistan. Il était clair que c'était impossible. Notre premier défi a été de dresser une liste des cyclistes qu'on souhaitait évacuer. Tout le monde a été d'accord pour que Shannon et David, qui avaient chacun leur propre liste, travaillent ensemble pour établir une liste commune afin de savoir qui et combien de personnes on devait exfiltrer. L'évacuation était en cours. J'ai envoyé un message à Yotam qui m'a envoyé la liste d'évacuation. Je ne reconnaissais qu'un seul nom. Il n'y avait personne d'autre. Ma liste n'y figurait pas. Les cyclistes avaient été remplacés par des collègues et des amis du président de la fédération, Fazli. Sa famille a bien sûr le droit d'être évacuée, personne ne le contesterait. Vous êtes à la tête de la Fédération afghane de cyclisme, votre famille sera évacuée. Mais les autres hommes qui font partie du personnel de la fédération n'avaient pas la priorité sur les athlètes féminines. Absolument pas. C'était insensé. J'ai donc dit à Yotam, « Tu es sûr que tu m'as envoyé la bonne liste? Ce n'est pas celle que j'ai écrite. » Il m'a répondu, « C'est la liste qu'on va utiliser. » Les personnes qui m'ont donné cette liste sont celles qui ont obtenu l'autorisation du Tadjikistan. Donc c'est ça qui compte. Ils ont donc procédé à l'évacuation et notre collaboration, qui avait très bien fonctionné au début, a tout simplement été rompue, sans aucune explication. Donc j'ai dit à Sylvain Adams, j'ai dit là, on a un vrai problème. Hein. Donc on a effectivement choisi de faire l'évacuation, on va dire sans Shannon Galpin, parce que nous on était fixés sur l'objectif, qui était d'évacuer ces personnes et pas que les personnes qu'elles forcément nécessairement voulaient. En consultant à nouveau mes messages, j'ai vu que notre chef avait demandé aux filles qui avaient un passeport de le lui envoyer.
Il avait aussi publié la liste des noms de ceux qui allaient pouvoir quitter l'Afghanistan. Malheureusement, le nom de ma sœur n'était pas sur cette liste. Alors j'ai écrit dans le groupe WhatsApp que ma sœur s'entraînait avec moi. Et j'ai demandé pourquoi elle ne figurait pas sur la liste alors que sa vie était aussi en danger. Ils ont répondu de ne pas s'inquiéter. Ils ont dit qu'un deuxième groupe serait organisé et qu'ils mettraient le nom de ma sœur sur cette deuxième liste. Finalement, un soir, on nous a donné une adresse à Kaboul. On devait toutes nous y rassembler pour quitter l'Afghanistan. Mon père avait une voiture. On est allé chercher plusieurs filles de l'équipe et on est partis ensemble. J'avais peur qu'ils nous arrêtent parce que j'avais ma carte d'identité et tous mes documents de cyclisme sur moi. Quand on est arrivé au lieu du rendez-vous, un homme tenait une liste à la main. Il nous a demandé nos noms pour vérifier qu'ils y figuraient bien. Il m'a demandé mon prénom. Je lui ai répondu Nazanin. Il y avait plusieurs cyclistes, mais aussi d'autres personnes. On a été choqués de voir que certaines personnes étaient venues avec leur famille. On s'est posé des milliers de questions. Pourquoi certaines étaient venues avec leur famille, alors que nous, on était seuls? J'ai supplié le responsable d'ajouter ma sœur pour qu'elle puisse partir avec moi. Mais il a refusé. On est sorti discrètement du bâtiment pour se diriger vers les grands bus stationnés sur la route. Même dans le bus, les lumières étaient éteintes. On était assises dans le bus, stressées, sans savoir où on allait. Puis, le bus a démarré. On a pris la route. Avec ma voisine, on a regardé le GPS pour savoir où on allait. Ma voisine en a conclu qu'on devait se diriger vers Mazar-e-Sharif ou Kunduz. À l'époque, au moment de partir, j'avais 16 ans et je ne comprenais pas grand-chose. Je n'ai pas pu dire au revoir à ma famille comme je l'aurais voulu, parce que je n'étais pas sûre qu'on réussirait à quitter l'Afghanistan. Quand j'ai essayé de dormir, mes émotions ont changé. J'ai été envahie par les émotions et j'ai pleuré. C'était la première fois que je me retrouvais dans une telle situation, loin de ma famille. On a découvert que certaines de ces filles n'avaient pas de passeport, parce qu'elles n'avaient jamais quitté l'Afghanistan. 41 d'entre elles n'avaient jamais quitté l'Afghanistan. On s'est donc demandé comment on pouvait leur imprimer des passeports. On n'avait pas de machine à passeport. Comment obtenir des passeports alors que le régime est tombé
que le pays est en proie au chaos et que les talibans ont pris le pouvoir. Comment obtenir des passeports pour ces personnes qui veulent quitter leur pays? On a eu de la chance. On a trouvé une personne sympathique qui travaillait pour l'ancien régime afghan et qui vivait en Russie, à Moscou. L'ambassadeur Jawad n'était plus l'ambassadeur afghan. Il ne faisait pas partie des talibans, mais de l'ancien gouvernement. J'étais en contact avec lui et il m'a dit qu'il était très touché par nos efforts. Il m'a dit « Je peux vous fabriquer des passeports, je suis toujours à Moscou et j'ai des passeports supplémentaires. » On a donc obtenu toutes les informations nécessaires sur ces filles via WhatsApp et Signal. On a rempli les formulaires pour elles et on a tout envoyé par WhatsApp à l'ambassade afghane à Moscou, qui a imprimé ces passeports pendant la nuit. Ils ont travaillé 24 heures d'affilée. Ils les ont envoyés par courrier diplomatique. Je me rappelle avoir reçu cette boîte, l'avoir ouverte et avoir vu 41 passeports afghans. Si quelqu'un d'Interpol m'avait vu, il m'aurait emprisonné à vie pour trafic de passeports afghans. Il y a la vie des gens dans tout ça. Sur la route, les talibans ont arrêté le bus pour un contrôle et ils ont demandé où on allait ainsi tous ensemble. Tout le monde était perplexe et ne savait pas quoi dire. Puis le chauffeur a dit aux talibans qu'on allait à un mariage. Toutes les filles ensemble. Je ne comprends pas pourquoi les talibans paniquent en voyant des filles, alors que c'est nous qui avons peur d'eux. Finalement, les talibans ont dit « D'accord, vous pouvez y aller ». Quand ils sont arrivés à la frontière, les talibans ont littéralement braqué leurs armes sur les filles. Ils leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas marcher jusqu'au Tadjikistan, parce que la frontière était bloquée par les Tadjiks. Ils ne voulaient pas d'un afflux de réfugiés dans leur pays. Yotam Politzer était au Tadjikistan, lui, prêt à les accueillir, il était là-bas. Et là, on m'appelle, on me dit, on fait quoi? Et là, on a 125 personnes dans des bus, au milieu de nulle part, et on dit, là, on est un peu à court d'imagination. C'était une situation très dangereuse, et on a très vite compris qu'elles ne pouvaient pas rester là. On devait leur trouver un refuge, alors on a dit à toutes les filles d'attendre là, pendant qu'on essayait de résoudre la situation. C'était une maison d'un étage avec une cour. Toutes les personnes qui étaient dans les bus y sont entrées. Quelques heures plus tard, on a entendu des coups contre la porte. C'était des talibans. On était paniqués, effrayés et on ne savait pas quoi faire. On ne pouvait pas sortir à cause des talibans. Ils ont demandé pourquoi il y avait autant de monde dans cette maison et ce qu'on faisait là. Et puis les talibans ont embarqué 3-4 hommes avec eux. Je ne sais pas précisément ce qui s'est passé, mais ils ont été interrogés et torturés. Les hommes sont revenus, ils chuchotaient.
Je me disais que je n'aurais pas dû venir. Et à ce moment-là, plus personne ne parlait. Tout le monde était paniqué. Les talibans ont ordonné aux hommes de quitter les lieux, de retourner à Kaboul et de ramener les femmes avec eux. Honnêtement, à ce moment-là, j'ai pensé qu'on devait abandonner. On avait fait de notre mieux. C'était une mission impossible et on devait laisser tomber. Mais ensuite, j'ai pensé que si elles restaient en Afghanistan, leur vie serait encore plus en danger. Pas seulement à cause de la situation dans le pays, mais parce que les talibans avaient déjà pris leur nom. Ils savaient exactement qui était sur cette liste et qui se trouvait dans la maison. On a vraiment réalisé qu'on ne pouvait pas abandonner ces filles. On devait trouver un moyen de les faire sortir. On a dit aux filles de dire aux talibans qu'elles retournaient à Kaboul. Elles se sont rendues au centre-ville, à la gare routière. On aurait dit qu'elles attendaient le bus pour Kaboul. Pendant ce temps, on a organisé un autre bus pour les emmener de l'autre côté de l'Afghanistan, à l'opposé de Kaboul, à Mazar-e-Sharif. Le bus est parti en direction de Kaboul. Le chauffeur pensait que les talibans nous suivaient pour vérifier qu'on allait bien à Kaboul. Tout à coup, je me suis rendu compte qu'on avait changé de direction et qu'on allait vers Mazar-e-Sharif. On a changé de tactique et on a réussi à trouver un avion prêt à se rendre à Mazar-e-Sharif, à prendre notre groupe et à le transporter au Tadjikistan. Pour affréter un avion qui doit se poser dans un pays en guerre, aux mains des talibans qui tirent avec des missiles sur tout ce qui bouge, c'est une opération assez délicate. Finalement, David a réussi à affréter un avion biélorusse qui est venu se poser à Mazar-e-Sharif. Mais on avait un problème. Il nous fallait les passeports. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passeports. Fais des paquets de 10. On est allé à la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan pour remettre ses passeports. Une âme courageuse dans le groupe s'est portée volontaire pour traverser le pays et récupérer ses passeports, en espérant qu'ils reviennent à temps, car on avait un vol charter. On avait affrété un avion pour les faire sortir. On a un accord jusqu'à demain midi pour décoller de Mazar-e-Sharif. Et on était le soir. Mais dit, attendez, la frontière où ils sont, c'est 4 heures de route. Hein. Et il y a un couvre-feu, on ne peut pas rouler la nuit. J'ai dit là, il va falloir rouler feu éteint, mais il faut qu'à 6 heures du matin, vous soyez là-bas et vous débrouillez comme vous voulez. Il y a un peu de cash dans la soute. Il faudra trouver une solution. Je me souviens qu'une petite voiture est venue à la frontière pour récupérer ses passeports. On a pensé, ça y est, les filles vont enfin avoir les passeports. On a envoyé des messages, mais on n'a pas eu de réponse de la part des filles. On a appris que les talibans avaient arrêté la personne qui essayait de leur remettre les passeports. L'officier taliban lui a demandé « Qu'est-ce que tu fais avec tous ces passeports ?» Il a répondu « Ce sont des membres de ma famille. » Il a inventé une histoire. Il a été interrogé encore et encore par cet officier, mais il a donné les bonnes réponses. Et il a pu récupérer les passeports pour arriver juste à temps à Mazar-e-Sharif, avant le décollage de l'avion.
Tout était prêt. Elles avaient leur passeport, l'avion était prêt, mais lors du dernier contrôle, au moment d'embarquer, l'agent d'immigration taliban a regardé les passeports et il a dit « Ce sont de faux passeports. Ils n'ont pas été fabriqués par les talibans. Ils ont tous été fabriqués en Russie. Vous allez tous aller en prison. » On a commencé à paniquer et à se demander ce qui allait se passer. S'ils découvraient qu'on était des athlètes cyclistes, c'était fini. On irait en prison. On a appelé la compagnie aérienne et on a parlé aux talibans. Finalement, on a dû payer une somme d'argent. Et c'est comme ça que ces filles ont été libérées. Même si les talibans savaient que ces passeports étaient faux, ils les ont laissés partir. و تا وقتی که در تاجیکستان رسیدیم Durant le vol pour le Tadjikistan, دو شبی که اونجا بودیم واقعا خوشحال بودیم و همه on était heureuse d'avoir enfin pu quitter l'Afghanistan. از افغانستان خارج شویم. Quand on y réfléchit, c'était complètement déraisonnable. On a pris des risques insensés. Si l'avion affrété avait explosé en vol, tout le monde nous aurait dit « Mais vous êtes complètement irresponsable d'avoir fait ça. Vous n'êtes ni la Croix-Rouge, ni l'armée, ni une puissance étatique. Et vous affrétez un avion sans contrôle aérien qui finit par exploser au pays en pleine guerre. » Tout ça est juste. Tout ça est juste. Mais dans la vie, on ne fait pas que ce qui est raisonnable, que ce qui est réfléchi. On fait parfois autre chose. Ça marche pas. Là, ça a marché. Quand je suis arrivée au Tadjikistan, j'avais toujours peur, mais je sentais que je n'étais plus en danger, que je n'étais plus à Kunduz ou à Mazar, et que j'étais bien hors d'Afghanistan. 40 minutes plus tard, elles ont atterri au Tadjikistan où on les attendait. Mais malheureusement, ce n'était pas la fin du voyage. Elles ont été bloquées à l'aéroport. Il nous a fallu 3 jours pour trouver un autre pays qui accepte de les accueillir. Et ce pays, c'était l'Albanie. L'UCI a trouvé une espèce de camp de vacances à 50 km de Tirana où elles sont restées en carafe, si j'ose dire, jusqu'au moment où je suis arrivé. Une semaine après notre arrivée en Albanie, Monsieur Philippe Lebas est venu avec une personne qui travaillait à l'UCI. Il nous a annoncé que les filles seraient divisées en 2 groupes. Un groupe allait partir pour le Canada et l'autre pour la Suisse. Au moment de franchir la douane pour embarquer, l'un des douaniers a refusé de laisser passer les Afghanes faute de visa dans leur passeport. La température est montée. Il a appelé son supérieur, qui est un major dans les douanes albanaises, qui m'a expliqué que faute de visa, personne ne passerait. Benoîtement, j'ai sorti ma carte de visite en lui disant que j'étais conseiller d'État. Il n'en avait rien à cirer. Mais 2 jours avant le passage de la douane, j'étais reçu par le président albanais, qui nous a parlé de beaucoup de choses, peu de cyclisme. Et au cours de cet entretien, il nous a suggéré de faire quelques photos où on lui serre la main, enfin, ces photos protocolaires diplomatiques. Là, tout d'un coup, j'ai eu l'idée de lui montrer la photo que j'avais prise dans le bureau du président, serrant la main du président. Je lui ai dit « Do you know that man ?» Et immédiatement, il a commencé à blanchir. Il s'est métamorphosé. Il a pris son téléphone. Il a appelé, je présume, sa hiérarchie. Et
en reposant le téléphone, il a dit « Il faut comprendre, je fais mon boulot ». Je lui ai dit « Il n'y a aucun problème, nous avons pu passer ». Cycliste afghane, le top départ va être donné. Et voilà la sélection qui va finir. Pour moi, vivre dans les conditions actuelles en Afghanistan est impossible. Et je referai ce voyage à 100%. J'ai grandi dans une famille éduquée, ouverte sur le monde. Même si on vivait dans un petit village afghan, l'éducation des enfants restait la priorité de mes parents. Ces raisons m'ont poussée à rejoindre l'équipe nationale et à m'entraîner jusqu'à aujourd'hui. C'est grâce au vélo que j'ai pu sauver ma vie et venir en Suisse. Tout ça, c'est grâce à mon vélo. Ici, je ressens vraiment ce que c'est d'être un humain, d'être une femme. La justice, la liberté, l'égalité, tout est là.